KPMG Fréquence Banque. Il y a 10 ans exactement, la crise financière était à son paroxysme, avec notamment la faillite emblématique de la banque Lehman Brothers. 10 ans plus tard, où en sont les banques européennes ? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, Radio KPMG a eu l'opportunité d'interviewer Jérôme Lachan, directeur des contrôles sur place à la Banque Centrale Européenne. La crise financière avait démontré qu'il était indispensable de superviser le secteur bancaire européen pour rétablir la confiance et renforcer la résistance des banques en Europe. Cette supervision exercée par la BCE, en coopération avec les autorités nationales de supervision des pays de la zone euro, s'appuie sur deux piliers. Le mécanisme de résolution unique et le mécanisme de surveillance unique, dit MSU. Et c'est au sein de ce MSU que s'insèrent les contrôles sur place. KPMG Fréquence Banque. Alors c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui, mercredi 5 septembre 2018, dans cette magnifique tour de la BCE à Francfort, l'Eurotower, et de vous interviewer, vous, Jérôme Lachan, directeur du contrôle sur place à la BCE. Vous avez eu la gentillesse de nous recevoir. Bonjour Jérôme. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors Jérôme, donc merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous coordonnez au sein du SSM depuis Francfort les missions sur place par opposition aux missions sur pièce. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent ces missions et comment elles sont organisées ? Tout à fait. Donc dès sa mise en place en 2014, le SSM ou le MSU en version française a souhaité aligner son organisation sur celle des grands pays qu'il compose, Allemagne, France, Italie, pays dans lesquels la fonction de contrôle sur place constitue une composante essentielle du dispositif. La supervision européenne unifiée repose donc sur deux jambes. Le contrôle permanent, qui est assuré par les JST, Joint Supervisory Teams, et le contrôle sur place qui est assuré par les inspecteurs de la BCE et des autorités de contrôle nationales que dans le jargon on appelle les NCA, National Competent Authorities. Donc on a ce dispositif à deux composantes. Une différence peut-être entre le contrôle permanent et le contrôle sur place est que le contrôle sur place repose davantage sur les autorités nationales qui fournissent actuellement plus de 90% des inspecteurs. La BCE doit donc assurer, en plus des missions d'inspection dont elle a la charge elle-même, comme une autorité de contrôle spécifique, la BCE assure une fonction importante de coordination, de façon à assurer que l'approche est homogène pour tous les établissements dans tous les pays, puisque ce concept de level playing field est absolument au cœur du dispositif. Donc cette coordination, elle a tout d'abord consisté à mettre en place une méthodologie de contrôle sur place unique. Donc nous avons une méthodologie qui maintenant fait environ 1500 pages, qui couvre tous les types de risques et que chaque inspecteur, chaque chef de mission doit bien sûr utiliser, qu'il s'agisse d'une mission en Allemagne, en Italie, en France, en Autriche. Donc, à côté de cette méthodologie unique, on a également mis en place un monitoring centralisé de chacune des missions. On a donc un outil informatique dédié, l'outil IMAS, qui est aussi utilisé d'ailleurs par les contrôleurs permanents, par les JST. Et cet outil informatique nous sert à suivre chacune des missions de façon à s'assurer que le planning se déroule comme prévu. Alors, les missions individuellement sont décidées et validées par le Supervisory Board. Donc, le Supervisory Board, chaque année, valide un programme d'inspection sur la base des propositions qui sont faites par les responsables des JST, donc ce qu'on appelle les JST Coordinators, JSTCs. Et ceux-ci sont aidés par un outil statistique qui va suggérer des missions à chaque coordinateur, à chaque responsable de banque, en fonction d'un certain nombre de critères, le niveau de risque présenté par la banque, l'historique, donc de façon bien sûr à avoir plus de missions dans les établissements les plus risqués, l'historique des missions, depuis quand n'y a-t-il pas eu une mission sur un sujet donné,
Ça nous permet d'éviter d'avoir un oubli, la situation bien évidemment dans laquelle une banque ou une composante d'une banque n'aurait pas été inspectée depuis plusieurs années. Globalement, chaque année, le SSM effectue environ 300 missions, à la fois les missions classiques et les missions relatives au modèle. La durée des missions varie entre 8 et 16 semaines pour la composante investigation sur place. Ça aussi, c'est standardisé, de façon à éviter que certains pays fassent durer des missions plus que d'autres. Et dernier point, mais qui est probablement le plus important, chaque mission donne lieu à un rapport d'inspection signé physiquement par le chef de mission et transmis au JST coordinateur. Et ce rapport sert de base à la formulation par le JST coordinateur des recommandations qui sont transmises à la banque dans une lettre de suite. Et chacune des recommandations fait l'objet d'un suivi par le JST coordinateur. Donc en vous écoutant, Jérôme, on comprend que les contrôles sur place sont très structurés, qu'il y a une méthodologie très importante, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avant la mise en place du SSM, cette culture du contrôle sur place n'était sûrement pas assurée, ou du moins partagée par tous les pays européens. On peut dire que ça a sûrement été quand même un défi d'assurer cette cohérence dans un délai en plus court. Comment avez-vous fait ? Et j'imagine qu'il y a encore du chemin à parcourir. Alors c'est vrai que c'était un défi, mais qui a été relevé, je dirais, grâce à la très bonne coopération qui a été mise en place, qui existe depuis le début entre la BCE et les autorités nationales. Nous nous retrouvons chaque mois depuis le lancement du SSM au sein de ce qu'on appelle le COI Network, donc un groupe de travail permanent qui regroupe les responsables des inspections de chacun des 19 pays. Et au sein de ce network, on discute de tous les sujets relatifs aux inspections. Donc ça peut être la mise à jour de la méthodologie, décider par exemple qu'il faut mettre à jour la méthodologie relative au risque de crédit. Ça peut être aussi discuter des conditions dans lesquelles les inspecteurs vont intervenir, de la durée des missions, du format des rapports. Donc vraiment tous les sujets sont discutés de façon très très collégiale entre la BCE et les autorités nationales. On discute aussi des moyens d'assurer une plus grande harmonisation entre les différentes missions. Et à cette fin, on vient d'ouvrir une base informatique des findings, donc ces éléments essentiels du rapport d'inspection. Donc on a maintenant une base unifiée des findings qui permettent à, par exemple, un inspecteur allemand qui travaille sur une mission IRBB, pour donner un exemple, de consulter ce qu'un inspecteur espagnol sur le même sujet a trouvé, de façon à s'en inspirer en matière de rédaction de la finding, en matière d'estimation du niveau de risque, etc. Donc ça, c'est des choses qui progressent très bien. Le principal sujet qui reste encore un peu compliqué, c'est le volet ressources humaines. Un certain nombre de pays n'avaient pas d'historique d'inspection, donc ces pays ont dû recruter des inspecteurs. Un certain nombre de petits pays en particulier ont du mal à trouver les compétences sur ces techniques complexes. On a donc lancé un ambitieux programme de formation des inspecteurs destiné à toutes les autorités nationales, et on développe aussi très activement ce qu'on appelle les missions cross-border ou les mixed teams, c'est-à-dire la participation d'inspecteurs d'autres pays dans une mission nationale. Donc par exemple, de plus en plus, les banques françaises vont voir dans leurs équipes d'inspection des inspecteurs allemands, italiens, autrichiens, et bien sûr la réciproque est tout à fait vraie. Donc un bel exemple de l'Union européenne dans la mise en œuvre des contrôles sur place, où tous les pays s'entraident d'une certaine façon, d'après vos propos. Alors Jérôme, vous avez mis aussi un système de campaign, pour parler en bon français, dans les activités telles que le shipping, le commercial real estate ou les non-performing loans. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste exactement ?
Alors là, je crois qu'en plus, la campagne, le terme marche bien en français. Hein. Oui, c'est pour ça. Non, mais j'ai décidé de prendre l'anglais, là. J'ai tout fait en anglais. Donc c'est vrai que l'objectif est toujours de s'assurer de l'homogénéité de l'approche. Donc on a expérimenté à partir de 2015 sur un sujet assez pointu, mais qui s'y prêtait bien, donc le shipping, cette notion de campagne. Donc une campagne, c'est quoi ? C'est l'idée de mener en parallèle, de façon étroitement coordonnée, des missions d'inspection sur un même sujet. Donc, dans le cas du shipping, on a mené dans les établissements qui étaient principalement concernés par ce type d'activité, donc des établissements essentiellement français, allemands, grecs et hollandais, des missions en appliquant exactement la même méthodologie et, au-delà de la méthodologie, en assurant, je dirais, une coordination permanente entre les chefs de mission. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Et ça permettait en particulier aux chefs de mission de pouvoir échanger avec un autre chef de mission confronté exactement en temps réel au même problème. Donc c'est une espèce, je dirais, de prélude à la base de finding commune, mais ça va au-delà puisque ça permet aussi d'échanger sur des techniques d'inspection. Faire un peu de benchmark. Exactement. Donc en fait, cette expérience du shipping s'étant avérée tout à fait positive, on a décidé d'étendre à partir de l'année dernière ce concept de campagne à d'autres thématiques. Et donc en 2019, on va conduire des campagnes sur l'immobilier résidentiel, le leverage finance et l'immobilier commercial pour ce qui est du risque de crédit, mais aussi sur la valorisation des actifs à la juste valeur dans le domaine des risques de marché et sur les questions informatiques de continuité d'activité et de cyber-risque. Des sujets qui sont dans les priorités d'ailleurs de la BCE pour 2018. Justement, en janvier dernier, nous étions ici à la BCE et on avait consacré une édition spéciale aux principaux axes de supervision de la BCE pour 2018. Alors, dans ces axes de supervision, il y a le sujet des business models et des facteurs de rentabilité, mais il y a aussi le risque de crédit et la gestion des risques au sens large. Et puis, il y avait aussi d'autres chantiers phares de la Banque centrale européenne, à savoir le Brexit et les stress tests. Alors, on peut aisément imaginer que vos contrôles, vos missions d'inspection s'insèrent dans ces priorités. Ça semblerait logique. Tout à fait. Alors, les missions d'inspection sont initiées, demandées par les responsables du contrôle permanent, donc les JST coordinateurs, mais bien sûr dans le cadre des priorités du SSM. Donc en particulier, tout ce qui est risque de crédit est très présent dans le programme d'inspection. Les missions relatives au risque de crédit représentent la plus grande partie des missions, entre 35 et 40% du nombre de missions, avec dans ce domaine-là un nombre croissant de ce qu'on appelle les Credit File Reviews, c'est-à-dire les missions sur le risque de crédit qui vont procéder à une analyse des dossiers de crédit des banques. Un petit peu ce qu'on avait mené globalement en 2013-2014 avec l'opération d'AQR. Donc je dirais, pour ce qui est du risque de crédit, on est vraiment tout à fait dans le cadre des priorités. Alors il y a d'autres thématiques qui peuvent aussi être couvertes par des moyens autres que les missions d'inspection. Typiquement, tout ce qui est business model, facteur de rentabilité peut bien sûr s'appréhender au travers de missions dédiées et on a des missions sur ces sujets-là, mais on en a un pourcentage relativement faible, moins de 10%, parce que c'est relativement facile pour un JST coordinateur aussi d'utiliser d'autres techniques pour traiter de ce sujet-là sans avoir recours à une mission d'inspection, ce que bien évidemment il ne peut pas faire s'agissant de la qualité d'un portefeuille bancaire. Ça paraît logique. Alors, nous sommes là début septembre, je le disais il y a quelques instants, nous sommes le 5 septembre précisément. Alors, vous avez réalisé des contrôles au cours des 8 premiers mois de 2018. Quels sont vos principaux constats sur ces thématiques ? Alors, de ce qu'on en voit pour l'instant, à peu près à la moitié de l'année, puisque les inspecteurs ont toujours besoin d'un peu de temps entre la fin de la mission sur place et puis la rédaction du rapport. Mais ce qu'on en voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture notable avec les constats de 2017.
Donc, s'agissant du risque de crédit, on retrouve les problématiques de mauvaise classification des débiteurs, des problématiques de niveau de provision insuffisant, également les faiblesses identifiées dans les processus d'octroi des crédits. En matière de gouvernance, on a souvent des faiblesses dans le modèle des 3 lignes de défense, en particulier faiblesse des lignes 2 et ligne 3. Donc ligne 2, l'activité, finalement la fonction risque. Ligne 3, la fonction d'audit interne. On souligne parfois également dans les rapports le manque de clarté dans les responsabilités de l'organe de direction. Et on note assez souvent également des insuffisances dans l'évaluation des risques de non-conformité, donc toutes les problématiques de compliance. S'agissant donc de l'analyse du modèle et de la rentabilité, un constat qui est à peu près récurrent, c'est tout ce qui tourne autour du caractère souvent peu réaliste des hypothèses stratégiques qui sont utilisées par les établissements. On note aussi parfois des capacités et des ressources insuffisantes dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale. Et on a parfois, mais c'est d'actualité avec certains établissements, fort heureusement pas sous la responsabilité du MSU, une concentration importante des profits dans des implantations à l'étranger en relation avec des pays sous surveillance. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Je vois. Donc des axes d'amélioration, on va dire, de nombreux axes d'amélioration qui ressortent de vos contrôles. Est-ce que vous auriez un message peut-être plus spécifique pour les banques françaises? Est-ce que vous auriez des recommandations, ou du moins est-ce que la BCE aurait des recommandations sur ces sujets? Malheureusement non, parce qu'on ne commande pas les situations particulières dans chacun des 19 pays. L'idée est vraiment d'avoir une approche unifiée et donc vous me permettrez de pas répondre à cette question. Bon, je vais vous en poser une autre, on va poursuivre, je comprends. Alors les NPL, les Non-Performing Loans, sont également un des sujets prioritaires de ces derniers mois. Est-ce que c'est toujours d'actualité, sachant qu'il semblerait quand même que les banques françaises soient moins concernées que d'autres banques, d'autres pays du SSM? Alors, globalement, le niveau d'encours non performant NPL des banques européennes était d'environ 1 000 milliards au démarrage du SSM en 2014. Donc, nous avons commencé par publier des guidelines indiquant aux banques comment gérer les NPL. La deuxième étape, avec l'addendum, on a précisé davantage les attentes sur un plan plus quantitatif, en particulier en matière de niveau de provision. Et on est actuellement en train de travailler à la mise en place détaillée de ces aspects quantitatifs. Le niveau actuel des NPL peut être estimé à environ 680 milliards, donc il y a eu un progrès sensible qui témoigne de l'implication des établissements dans ce domaine. Mais 680 milliards, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour ce qui est de ces questions de NPL, les missions d'inspection resteront toujours le meilleur moyen, de mon point de vue, d'apprécier la réalité de la situation de chaque banque, avec en particulier cette technique dite de credit file review, de revue de portefeuille, auquel nous recourons de plus en plus maintenant pour les missions risque de crédit. Autre thématique dans les chantiers phares de la BCE, la cybersécurité, qui est également perçue d'ailleurs par de nombreuses banques comme un risque majeur. Quel est votre ressenti sur ce sujet? Est-ce que le contrôle interne, vous en parliez il y a quelques instants, est en mesure de répondre à ce risque, ou est-ce qu'il y a encore des vrais points de faiblesse? Alors, le SSM s'est intéressé aux risques informatiques et cyber depuis son lancement, et nous avons mené différentes actions pour, au début, nous faire une idée de la situation dans les banques. Donc, un certain nombre de questionnaires ont été élaborés, adressés aux banques, des missions d'inspection. Il en résulte que nous sommes de l'avis que les banques européennes sont tout à fait au courant de ce type de risque, et on observe des améliorations significatives en matière de réaction aux nouvelles menaces. Identification des risques, protection contre ceux-ci, détection des menaces, rapidité de réaction, maintenance des plans de continuité d'activité.
Donc tout ça évolue dans le bon sens, mais les banques doivent aussi comprendre qu'on peut toujours mieux faire dans ce domaine. Je pense qu'on n'a jamais atteint une situation idéale, d'où l'importance pour le superviseur de continuer à maintenir une pression constante. Et la campagne dédiée sur ce type de risque pour 2019 fait partie des actions dans cette optique. Surtout que les risques dans ce domaine ne cessent d'évoluer et que de nouveaux risques cyber apparaissent chaque jour presque. Alors, le SSM a été créé pour capitaliser sur les bonnes pratiques. Alors, quelles sont justement les bonnes pratiques des banques européennes en matière de gouvernance qui seraient susceptibles d'être diffusées en France aux établissements français ? Les bonnes pratiques en matière de gouvernance, j'avoue que le tropisme du superviseur, c'est plutôt de s'intéresser aux mauvaises pratiques, à ce qui peut être amélioré. Et s'agissant de la gouvernance, justement, la BCE a organisé une conférence sur ce sujet-là en mars dernier, qui mettait en avant 4 domaines identifiés comme prioritaires, donc 4 domaines où nous estimons que des progrès peuvent être faits. Donc le premier, c'est tout ce qui est le fit and proper, l'analyse préalable des candidatures, s'agissant en particulier des membres des conseils d'administration, conseils de surveillance, des board members. Le deuxième point d'attention, mais qui est lié au premier, c'est l'indépendance des board members, qui, de notre point de vue, est réellement quelque chose d'extrêmement important en matière de gouvernance. Le troisième point où on a le sentiment que des progrès peuvent et doivent être faits, c'est tout ce qui est Risk Appetite Framework, donc l'analyse des risques vus du point de vue du board d'un établissement. Jusqu'où, moi, board member, suis-je prêt à aller en matière de risque ? On s'aperçoit que, et c'est un peu lié à ce qu'on observe en matière de faiblesse de la fonction risque, on a l'impression que cette analyse n'est pas suffisamment poussée. Et il y a un dernier domaine sur lequel il y a réellement d'énormes progrès à faire, et je dois dire dans tous les pays, y compris des pays où le système bancaire est extrêmement mature, c'est tout ce qui est gestion des données, donc c'est le fameux BCBS 239, la BRI ayant d'ailleurs publié très récemment un document où elle faisait état de son insatisfaction quant aux progrès faits par les établissements dans ce domaine. Autre question, le cadre réglementaire existe à travers notamment des textes CRR, le CRD et j'en passe. Mais pour autant, il demeure des spécificités nationales qui doivent quand même rendre difficile parfois vos contrôles. Je dirais pas tant que ça. Dans leur rapport, les inspecteurs du SSM, donc les 19 pays, font très très majoritairement référence aux règles européennes, donc pour l'essentiel CRR et CRD4. Lorsque des règles nationales spécifiques existent, elles doivent évidemment être respectées par les banques locales, mais ces cas sont vraiment très très minoritaires. Le challenge le plus important pour nous, inspecteurs, dans ce cadre SSM, c'est en fait la contrainte linguistique. Certaines banques ont exigé de ne travailler avec nous que dans leur langue nationale, ce que le droit européen leur permet de faire, comme à n'importe quel citoyen. Mais du coup, ça devient parfois un peu compliqué pour nous, puisque dans ce cas-là, il faut qu'on trouve des inspecteurs qui parlent la langue nationale. Ce qui est intéressant, c'est aussi de constater qu'il y a une très forte concentration de banques ayant opté pour ce choix national dans 2 pays, l'Allemagne et la France. Les banques situées dans des petits pays travaillent avec le MSU en anglais de façon extrêmement fluide. On n'a jamais aucun problème. Ce qui peut laisser à penser que, s'agissant de l'Allemagne et de la France, la décision pourrait être motivée par des raisons peut-être un petit peu politiques. Mais fort heureusement, nous avons beaucoup d'inspecteurs allemands ou français, donc la contrainte est finalement assez facile à contourner pour nous.
Autre question, comment appréhendez-vous la montée des risques de crédit émergents? Et là, je pense en particulier à l'immobilier commercial. Alors l'immobilier commercial fait l'objet d'une vigilance tout à fait particulière de notre part. Il se caractérise dans plusieurs pays où les banques européennes sont exposées par une hausse ininterrompue des prix. S'ajoute à ça une compétition accrue entre prêteurs, pas seulement prêteurs bancaires d'ailleurs, qui évidemment pèsent sur les marges. Et du coup, une remontée des taux pourrait entraîner une désaffection des investisseurs et provoquer une correction des prix de nature à fragiliser le secteur bancaire. Notre objectif dans le SSM est évidemment de prévenir ces risques et non de les constater une fois que la crise a éclaté. Donc on a lancé une campagne dédiée à ce sujet, dédiée à l'immobilier commercial. Donc ce concept de campagne, comme je l'ai indiqué, signifie que les missions actuellement diligentées sur ce thème sont étroitement coordonnées et menées avec des équipes aussi stabilisées que possible. Nous sommes ainsi en mesure non seulement de fournir un diagnostic précis sur la situation d'une banque en particulier, mais aussi de comparer les banques sous revue, les banques qui font l'objet de la campagne, s'agissant notamment, dans le cas d'espèce, des critères d'octroi de crédit et de la manière dont les banques vont réaliser leur stress test. Notre approche est intégrée. Les équipes de contrôle travaillent dans le cadre de cette campagne avec les experts en charge de la politique macro-prudentielle. Ils ont également noué des relations de travail avec d'autres superviseurs, en particulier les superviseurs américains. On a développé, au-delà du SSM, des liens avec les fonctions d'inspection des plus grands superviseurs, donc asiatiques et américains, plus évidemment le PIAR et au Royaume-Uni. Et ceci apparaît d'autant plus indispensable que le marché de l'immobilier commercial s'internationalise. Avant de terminer, un sujet incontournable, le Brexit. Alors le Brexit, c'est un feuilleton, c'est une saga, et ce feuilleton s'est poursuivi cet été. Le scénario du hard Brexit est toujours envisagé, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est le cas. Quel message souhaitez-vous passer aux banques françaises à ce sujet? On est toujours au mois de septembre 2018. Toujours du point de vue de l'inspection du SSM, le Brexit va impliquer davantage de travail pour les inspecteurs puisque de nouvelles activités ou de nouveaux établissements vont basculer sous notre responsabilité. On se prépare pour ça avec notamment des recrutements supplémentaires dans les équipes BCE, mais également dans un certain nombre d'autorités nationales. Donc, s'il y a un message à passer, c'est de dire que nous serons prêts pour le Brexit. Jérôme, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour vos éclairages. Et à très bientôt sur les ondes de Radio KPMG. Merci Hélène. KPMG, Fréquence Banque.